Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie B du DNS 8. On va étudier un circuit déphaseur. Le voici. Alors si vous regardez bien, en fait c'est un pont de Weston ce truc là. La tension d'entrée elle est entre à gauche et à droite. Et la tension de sortie du montage elle se trouve ici dessinée perpendiculairement. Et en fait vous reconnaissez un pont de Weston. Si je le mets comme ça par exemple. Je le fais rapidement. Ici on a E et ici on a S. Il faudrait... Oui, je peux le mettre comme ça. C'est S ici. Voilà. Vous avez... Donc si vous reconnaissez un pont de Weston, peut-être qu'il y a des réflexes qui vont venir pour trouver S en fonction de E. Si vous ne reconnaissez pas le pont de Weston, bah, c'est pas grave. On peut très bien réussir les calculs sans jamais se rendre compte qu'on a affaire à un pont de Weston. Alors je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est avec la loi des nœuds en termes de potentiel. Qu'on appelle aussi théorème de Millman. Donc premièrement, je vais commencer par nommer les différents points. Ce point, je l'appelle C, A, B et puis D. Donc quand on applique la loi des nœuds, voilà, c'est la première chose qu'il faut faire. On nomme les différents points, enfin, les différents nœuds du circuit. Et je décide de mettre la masse ici, ça va être pratique, parce que dans ce cas, VA, le potentiel A, c'est petit e. J'applique la loi des nœuds en termes de potentiel en B, ça donne V de B moins V de C sur 1 sur JC oméga, l'impédance du condensateur, plus V de B moins V de A sur grand R, ça fait 0. En D, ça donne quoi? Donc V de D moins V de C sur R, enfin sur petit r, pardon, plus V de D moins V de A sur petit r égale à 0. On remarque que petit r va se simplifier. Et ce qu'on a besoin encore comme dernière équation, c'est petit s égale, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est V de B, par définition d'une tension, c'est V de B moins V de D. Voilà. Quand on a écrit tout ça, il y a juste du calcul à faire. Et avant de démarrer les calculs, on va quand même simplifier un petit peu. V de C, on sait que ça vaut 0, puisque c'est relié à la masse. V de A, on sait que ça vaut E. Je rappelle que par définition, une tension, c'est une différence de potentiel. Donc petit e, c'est V de A moins V de C, avec V de C qui vaut 0. Et V de B et V de D, je vais justement les isoler et les remplacer dans cette expression. Donc on continue les calculs. Ici on a V de B, JC oméga, plus 1 sur R. C'est égal à V de A sur grand R. Et ici on a V de D. Le petit r il se simplifie en fait. Donc 2V de D, c'est égal à petit e. Donc ça simplifie quand même pas mal. Et j'oublie une équation, c'est petit s égale V de B moins V de D. Alors je continue le calcul. Donc cette fois-ci, je vais, si vous regardez bien, je vais prendre ce terme-là et le réinjecter là-dedans. Et V de D, je le mets ici. Donc ça donne petit s. Donc V de B, alors je simplifie. Si je multiplie la première équation, là, celle-là, par grand R, ça va se simplifier un petit peu. Ça fait V de A, donc petit e. Je pourrais le remplacer directement ici. Un V de A, c'est petit e, donc vous remplacez en fait à tout moment, et bon, je le fais maintenant. Donc c'est E
sur 1 plus JRC oméga. Donc ça c'est les termes que quand vous trouvez un terme en 1 plus JRC oméga, c'est quand même a priori bon signe. Et V2D c'est moins E sur 2. Je mets au même dénominateur. Je peux mettre E en facteur. Alors ça donne 2 moins 1 moins JRC oméga. J'ai tout de suite distribué le signe moins ici dans la parenthèse sur 1 plus JRC oméga. Et j'arrive finalement à l'expression de la fonction de transfert. Ça fait 1 moins JRC oméga divisé par 1 plus JRC oméga. Donc ce calcul, si on le prend bien, enfin si on s'égare pas en cours de route, ça se fait très très bien. J'ai proposé une deuxième méthode, donc où je vais utiliser le pondiseur de tension. Donc deuxième méthode. Bien entendu, il y a encore une troisième méthode. Si on revient aux lois de Kirchhoff, loi d'Ohm, loi pour le condensateur, loi des mailles, loi des nœuds. Mais bon, c'est quand même la méthode qui est la plus longue, où il y a le plus de variables, où il y a certainement le plus de calculs. Donc là, je prends tout de suite les deux méthodes qui sont les plus efficaces. Alors, on refait rapidement le schéma. Alors, donc je refais le schéma. Je vais m'intéresser à cette tension là que je vais appeler U, et je vais m'intéresser à cette tension là que je vais appeler V. Et donc tout ça c'est des grandeurs complexes là aussi. Alors le pondiseur de tension, en fait vous en reconnaissez un ici. Bon. La tension E, en fait, on la retrouve également ici. Donc si je focalise mon attention sur cette partie du circuit, en fait, je me rends compte que c'est complètement indépendant de cette partie-là du circuit. Un peu comme une multiprise, quoi. C'est-à-dire que là, j'aurais branché un appareil. Dans cette branche-là, ça correspondrait à un appareil. Et à côté, j'ai branché un autre appareil. Et vous savez que quand vous faites ça chez vous, ça ne perturbe pas. C'est pas parce que vous avez branché un appareil de plus que ça va fonctionner moins bien. Donc le fonctionnement de la branche supérieure et de la branche inférieure en fait sont complètement indépendants. Donc ça c'est un truc qu'il faut remarquer. Et on a, là ça va assez vite, hein. U ça vaut E fois l'impédance du condensateur sur la somme des impédances. Là, le pondiseur de tension, en fait, c'est plus rapide que la loi des nœuds en termes de potentiel. Mais bon, sachant que c'est pas la course quand on fait les calculs. Hein. On gagne, c'est un petit peu plus rapide dans ce cas-là. Pour le deuxième pondiseur de tension, ça fait V égale E petit r sur grand R plus petit r. Et donc ça fait E sur 2. Et la dernière équation qui me manque, c'est une loi des mailles. Je vais utiliser la maille qui est ici. Donc c'est V plus S moins U. Ça fait 0. Et si vous regardez ces équations, en fait ça correspond à ce système d'équations là. En gros, c'est la même chose. Si vous regardez bien, ça correspond au même système d'équations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est S. Donc S, ça fait U moins V. Donc ça fait E sur 1 plus JRC oméga moins E sur 2. Et là, maintenant, la fin du calcul est exactement la même. Donc
pour vous prouver ça, voilà, je suis arrivé à cette équation là. Donc là, la fin du calcul est la même. Donc évidemment là je le refais pas. Et on a fini la mise en équation. On va pouvoir passer à la question suivante. Je rappelle la fonction de transfert. 1 moins JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. RC, on pourra le remplacer quand on veut par 1 sur oméga 0. Et quand je calcule le module, on va être un peu surpris parce que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, donc ça fait racine de 1 plus la partie imaginaire, c'est moins RC. Bon là je détaille un petit peu les calculs. Le signe moins dans le carré, c'est comme s'il n'était pas là. Même chose en dessous. Et bien ça, si vous regardez, donc le moins dans le carré, en fait, c'est comme s'il n'était pas là. Ça fait 1. Donc on a un module qui vaut toujours 1, un gain qui vaut toujours 1. Donc c'est assez curieux parce que un montage qui fait ça, on aurait tendance à dire que c'est un montage qui ne fait rien, quoi. On mettrait un fil, ce serait... je me rends compte que j'ai fait une erreur de calcul. Il y a un facteur 1,5 que j'ai allègrement oublié. Oui, parce que... Bon, c'est pas très grave. On va dire un facteur 1,5. Bon, ça reste une erreur de calcul. J'ai oublié le facteur 2. Alors, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, il existe un montage où il n'y a pas le facteur 2. C'est aussi un montage des phaseurs, mais sans le facteur 2. Donc là maintenant, là j'ai corrigé. Alors, ça c'est bon. Là ici, j'ai pas encore fait l'erreur. Là c'est bon. Donc je reprends. Il manquait le facteur 1,5. Donc 1,5. Et ici, on a également 1,5. Voilà. Bon, ça ne change pas fondamentalement le résultat. Hein, on a toujours un gain qui est constant. Le gain est toujours le même. Et indépendant de la fréquence. On va rédiger ça comme ça. Donc quand vous avez un montage comme ça, vous pouvez vous dire que ça sert pas. ça sert pas à grand chose. Maintenant on va s'intéresser au déphasage. Alors le déphasage, c'est l'argument de H. Et l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc ça fait argument de 1,5 plus argument de 1 plus JRC oméga moins l'argument de 1 moins JRC oméga. Je continue mon calcul. Alors l'argument de 1,5, c'est un réel positif, donc son argument c'est 0. Hein, je vous rappelle que si vous avez un doute, vous faites le plan complexe. 1,5, ça va être par là. Et l'argument, c'est l'angle que fait la fixe du complexe avec l'axe des réels. Et on trouve 0. Je continue. L'argument ici, c'est arctangent de RC oméga, donc c'est partie imaginaire sur partie réelle. Et je rajoute pi si la partie réelle est négative, ce qui n'est pas le cas ici, donc je ne rajoute pas pi. Vous avez phi égale arctangente de RC oméga. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de signe. Le signe moins il est là et le signe plus est là. Décidément là je fais beaucoup d'erreurs bêtes. Donc du coup là ici j'ai un moins. Moins arctangente de RC oméga. Donc phi ça vaut moins 2. Alors arctangente est une fonction impaire. Donc étant une fonction impaire,
le signe moins, bah, je peux le sortir en fait. Je peux le sortir et le mettre devant. Je me retrouve avec deux fois le même terme. Donc ça donne moins 2. Arctangente. Allez, de oméga sur oméga 0. Où on a posé, alors il me semble que c'était indiqué dans l'énoncé, oméga 0, c'est 1 sur RC. C'est assez naturel de poser ça. Ou oméga 0. On vous demande de faire le tracé en fonction de la pulsation. Donc là, alors le gain évidemment, ça n'a aucun intérêt de faire le tracé, puisqu'il est constant. Bon là c'est très facile hein, pour faire le tracé. On se donne des axes. Le déphasage est tout le temps négatif, donc je vais mettre plutôt l'axe des abscisses ici. Donc là c'est oméga, là je vais placer oméga 0. Ça c'est la phase en radian. Arctangente, là la valeur la plus grande ça va être moins pi. Donc là je mets moins pi sur 2, là je mets moins pi. Je peux tracer quelques points. Alors il y a un point qui est évident, c'est quand oméga est nul, on démarre d'ici. Je ne considère pas le cas où oméga est négatif. Lorsque oméga égale oméga 0, c'est arctangente de 1. Arctangente de 1, bah, c'est pi sur 4. Avec le moins 2, ça fait moins pi sur 2. Donc je passe par ce point-là. Je passe par ce point-là. Et je tends vers la valeur, l'asymptote infinie, c'est moins pi. Donc je dois finir ici. Bon, il n'y a pas 36 façons de tracer cette courbe-là. Donc je vais relier en fait ces deux points et rejoindre cette partie-là. Voilà, j'ai fini le tracé. On peut passer à la question suivante. Je remontre le tracé. Voilà, la question suivante, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par E et S. Donc, je rappelle ce qu'on avait obtenu pour la fonction de transfert. Donc, c'est pas la peine de recommencer tous les calculs. Quand vous avez la fonction de transfert, ça suffit. Parce que je vais utiliser le fait que j oméga fois une grandeur, c'est sa dérivée. Donc évidemment pour l'instant c'est pas bon, parce que le j oméga il est en facteur de rien, enfin il n'y a pas de ni s ni e, donc ça va pas. Donc ce terme là, qui est au dénominateur là, je vais le mettre de l'autre côté. Le e qui est tout seul au dénominateur, je le passe de l'autre côté. Donc ça donne ceci. 1 plus rc j oméga fois s, c'est égal à 1 moins rc j oméga fois E, et donc je distribue, ça fait S plus RC J oméga fois S, donc je fais bien apparaître J oméga fois S, je fais la même chose de l'autre côté, et là j'utilise le fait que J oméga, je peux le remplacer par D sur D de T, formellement c'est la même chose. Et ça me donne le résultat suivant. S plus RC D de S sur D de T, c'est égal à E moins RC D de E sur D de T. Voilà, donc dans ce cas-là, hein, surtout la manière dont sont posées les questions. Hein, c'est ça qu'on attend évidemment. Hein, ne vous amusez pas à refaire toute la mise en équation. Bon, si vous le faites, c'est pas très grave. Hein, du moment que vous arrivez au résultat. Mais c'est vrai que là, c'est assez facile. Hein, quand on pense à ça, on a très vite le résultat. Et une fois qu'on a l'équation différentielle, on vous demande quelle serait la réponse de ce circuit à ce signal-là. Alors j'ai de nouveau oublié le facteur 1,5, décidément. Donc le facteur 2, il va se retrouver ici, ici, donc c'est 2S, 2RC.
c'est pas le facteur 1,5, voilà, ça c'est pas ça qui va changer fondamentalement l'exercice, mais quand même, j'ai tendance aujourd'hui à l'oublier. Donc je représente le signal d'entrée. Alors avant de faire la résolution complète, hein, par le calcul, c'est dans la question suivante, on va le faire qualitativement. Donc ça c'est quand même bien de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc je me donne des axes, et le signal d'entrée, donc là je nomme mes axes, ça c'est le temps, et E je vais le représenter en rouge, donc E de t il varie comme ça. 0, et puis je passe à la tension E brutalement. Voilà, à l'instant t égale 0, voilà, je passe à grand E. Ça c'est le signal d'entrée. Et la question c'est, ça va être quoi le signal de sortie? Alors si vous ne réfléchissez pas trop, c'est-à-dire que si vous regardez ce résultat-là, vous vous dites, le gain ça vaut 1,5, je vais avoir E sur 2, tout simplement. Mais si on réfléchit un petit peu, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, parce que il y a le déphasage qui va venir jouer les troubles faits, en fait, qui va déformer le signal, ce qui fait que ça ne va pas donner quelque chose d'aussi simple. Alors la question c'est comment est-ce que qualitativement je vais réussir à trouver S de t. En fait, au niveau du gain, l'information on l'a, c'est 1,5, mais au niveau de la phase, qu'est-ce qu'on peut dire en basse fréquence? Basse fréquence c'est ici, hein, c'est quand oméga est très petit. La phase en gros elle vaut 0, ou très proche de 0. Donc quand le signal est de très basse fréquence, le montage il se comporte comme avec un gain de 1,5 sans déphasage. Donc on va dire c'est un comportement très simple. Inversement, si je me place de l'autre côté, c'est-à-dire que de l'autre côté du diagramme, donc en haute fréquence, oméga très très grand, donc je suis ici. Si je regarde le déphasage, donc je ne m'intéresse pas aux fréquences intermédiaires, mais je prends vraiment les extrémités du spectre. Donc quand oméga est très très grand, le déphasage il faut moins pi. L'indication elle est donnée dans l'énoncé. Lorsque vous avez un déphasage de pi, ça inverse le signal. C'est comme si vous mettiez un moins devant le signal. Et simplement avec ces deux informations-là, voilà, je vais les rédiger. Voilà, donc c'est assez facile à rédiger. En plus, le résultat est simple, hein. C'est E sur 2 basse fréquence, moins E sur 2 en haute fréquence. Alors, je regarde mon signal d'entrée. À quel moment je suis en haute fréquence? Et bien en fait, c'est en t égale 0. En t égale 0, il se passe beaucoup de choses pendant très peu de temps. Donc ça c'est typique d'un phénomène haute fréquence, même très très haute fréquence, hein, puisque je passe pendant une durée nulle de la tension 0 à la tension grand E. Donc c'est vraiment de la très haute fréquence. Ce qui fait que le signal de sortie, il vaut moins E sur 2 à ce moment-là. Et bien entendu, je vais le mettre en vert, bien entendu, lorsque je suis à t négatif, lorsque le signal d'entrée est nul depuis très longtemps, je peux quand même me douter que le signal de sortie, il est nul aussi. Alors j'ai décalé un petit peu le signal de sortie par rapport au signal d'entrée pour éviter de trop superposer les courbes. Oui, on verra. Donc je sais qu'au début, j'aurai moins E sur 2. Donc je serai à peu près ici. Lorsque, donc ça c'est, je ne représente pas trop la sortie parce que dès que l'instant t égale 0 est passé, le signal d'entrée redevient continu. Donc je reviens aux basses fréquences. Et là où je suis certain d'être en très très basse fréquence, même en fréquence nulle, c'est au bout d'un temps très très long. Donc je sais qu'au bout d'un temps très très long, le signal de sortie, je serai dans ce cas-là, faudra grand E sur 2. Donc je sais que je démarre ici,
je sais que je finis là. Bon, bah, a priori, il n'y a pas 36 façons de relier ces deux points, sachant que j'ai quand même un montage simple. Donc, a priori, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc j'ai fait le tracé, on a une discontinuité en 0, et ensuite, on part de moins E sur 2, et on rejoint E sur 2. Voilà, ça c'est l'étude qualitative, hein, donc sans faire de calcul, simplement en regardant le gain et la phase en fonction de la fréquence. Évidemment, il y a une petite indéterminée sur la partie intermédiaire, hein, je l'ai représenté comme ça, c'est aussi parce que je connais le résultat. Mais c'est effectivement, on va montrer que c'est une exponentielle décroissante, en fait c'est un premier rang. Donc on va faire la résolution de l'équation cette fois-ci. Je vous rappelle l'équation, ça vaut 2S plus 2RC. Alors je vais poser taux égal RC. Pour faire apparaître un temps caractéristique. Donc c'est 2 taux D2S sur D2T, ça fait E plus taux D2E sur D2T. Et je fais la résolution pour T strictement positif. Ça veut dire que la dérivée temporelle de E, ça vaut 0, car E de t strictement positif, c'est une constante, et ça vaut grand E. Donc quand je le dérive, ça fait 0. Donc ça simplifie un petit peu la résolution. Donc on doit résoudre l'équation différentielle suivante. Voilà, j'ai réécrit un peu l'équation différentielle. J'ai divisé par, j'ai remplacé petit e par grand E, j'ai divisé par 2, j'ai divisé par taux, j'ai mis la dérivée en première position. Enfin, bon, c'est vraiment des calculs très très simples. Donc je dois résoudre cette équation différentielle là. Et ben j'utilise la méthode habituelle, hein, donc solution, équation sans second membre. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même méthode. Donc là, j'écris directement le résultat. Ce qu'on peut, si vous avez encore un doute, hein, vous prenez un candidat, S égale A exponentielle RT, vous remplacez et vous, très rapidement, vous vous rendez compte que petit r doit être égal à moins 1 sur taux, et vous avez votre solution sans second membre. Mais vous pouvez aussi faire ça, normalement. On considère quand même que vous savez faire ces trucs-là sans aucun problème. Ensuite, je trouve une solution particulière que je note S2. Et là, évidemment, E sur 2 convient. Alors, quand vous écrivez ça, il faut quand même toujours vérifier. Bon là, c'est assez simple, mais quand même vérifier. En effet, si je cherche une solution constante, la dérivée s'annule. Donc ce terme-là, il disparaît. Je remarque que les taux se simplifient. Et effectivement, S égale E sur 2 fait l'affaire. Donc là, je ne rédige pas plus, mais faites attention. Vérifiez quand même, surtout que c'est pas très long à vérifier. Solution générale. Bon, ça c'est assez simple, hein. Je vais simplement sommer les deux. Donc je rappelle que c'est pour t positif. Donc c'est E sur 2 plus A exponentielle moins t sur taux. Et enfin l'étape condition initiale. Alors par contre là il y a, c'est souvent à cette étape là qu'il y a une partie un peu difficile, c'est l'établissement des conditions initiales. Que vaut S en 0? En 0 plus, bien entendu. Voilà. Et cette question-là, en général, bon, parfois c'est facile,
mais il y a souvent des difficultés. Et en particulier pour ce montage, c'est pas forcément évident. Alors quand vous avez les conditions initiales, quand c'est très simple, tant mieux. Là, c'est pas hyper simple, dirons-nous. Je peux reproduire le schéma très rapidement. Et je vais nommer les différentes tensions, notamment celle du condensateur. Alors pourquoi c'est aussi délicat les conditions initiales? Parce que si vous regardez en t égale 0, je vous remonte le schéma précédent, voilà, en t égale 0, il y a quand même un événement, on va dire, cataclysmique. Hein, on pourrait ça ne peut pas arriver en fait, une tension varie aussi brutalement. Donc quand vous avez ça, c'est vraiment qu'il s'est passé un truc très violent, on va dire, lorsque la tension d'entrée a fait un bond comme ça jusqu'à grand E. Et la seule façon de vous en sortir, c'est d'utiliser des propriétés de certains composants. Alors la résistance, elle n'a pas de propriété particulière, mais le condensateur, il en a une, c'est que la tension à ses bornes est continue. Donc c'est ça qui va me sauver dans cet exercice, et qui va me permettre de déterminer les conditions initiales. Nous, ce qu'on regarde, hein, ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait, on a fait T positif, donc on s'est occupé de toute cette région-là. Mais c'est en T égale 0, en fait, qu'il y a une vraie difficulté, alors qu'on va aborder maintenant. Donc je reproduis le schéma, donc c'est C, ici c'est grand R, petit r et petit r. Ici c'est la tension E, là la tension S. Je reprends les notations de tout à l'heure. Celle-là je l'avais appelée cette tension-là je l'avais appelée U, et cette tension-là je l'avais appelée V. Bon, je pense que ça devrait UV. Bon, j'ai toutes les nommées. Allez. W, et cette tension je l'appelle X. Voilà, je fixe mes notations. Oui, c'est ça. Je fais un petit tableau où je vais prendre toutes ces grandeurs là en 0- et en 0+. Et mon objectif c'est de trouver S en 0+. J'ai fait un petit tableau. Donc ne faites cela que quand ça devient difficile. Le fait de faire un tableau, parce que quand les conditions initiales sont faciles à déterminer, bon, c'est un peu utiliser un outil un peu trop puissant pour démontrer un résultat simple. Dans ce cas-là, on va dire que c'est quand même utile, parce que c'est pas évident. Je vais mettre une barrière ici. A priori, S en 0- et S en 0+, aucune raison d'être identiques. Pareil pour V, W et X. Dans le tableau, peut-être que je vais devoir continuer, mettre d'autres grandeurs, donc je laisse un petit peu de place. La seule chose dont je suis sûr, c'est que U, il est continu, parce que c'est la tension U est continue, parce qu'elle est aux bornes du condensateur. Donc on va dire que la seule brèche entre l'instant 0- et l'instant 0+, elle est au niveau de U, parce que la tension aux bornes d'un condensateur est continue. Donc ça, il faut le rédiger. Hein. La tension aux bornes d'un condensateur est une grandeur continue. Alors, commençons le remplissage du tableau. En fait, c'est très simple. En t égale 0, toutes les tensions sont nulles. Je me rends compte que j'ai pas mis E, vous voyez, donc j'ai bien fait. C'est 0. La tension E, elle est de manière évidente elle n'est pas continue. Alors, donc je reprends, W est nul et X est nul. Donc forcément, la tension U,
elle reste à 0. Par contre, E, il est passé à grand E. Forcément, V et X vont être égales à E sur 2. Alors pourquoi on a ceci? Parce que si vous regardez cette branche du montage, la résistance c'est quand même un composant, on va dire, qui a un comportement assez simple. Hein, dès que je mets une tension à ces bornes, il y a tout de suite un courant qui s'établit dans la résistance. Donc en fait, si je reprends les calculs précédents, hein, je peux regarder cette équation-là, là, V égale E sur 2, elle est toujours valable. Donc je l'utilise tout simplement. Si U est nul, si je regarde maintenant la branche qui est au-dessus, et bien forcément W ça vaut grand E. Forcément. Pourquoi? Parce que la tension, peut-être zoomer, si je regarde U plus W, ça vaut petit e. C'est la loi des mailles. Donc forcément, si U est nul, si petit e, ça vaut grand E, la seule possibilité c'est que W ce soit égal à grand E. Donc on va rédiger ça. L'avantage de travailler avec un tableau comme ça, c'est que dès que vous avez établi un résultat, et vous le notez sur votre tableau, et du coup vous avez tous les résultats au même endroit. Et donc ça aide pour la réflexion, et l'idée c'est de remplir toutes les cases jusqu'à arriver à la case qui vous intéresse. Hein. La case qui m'intéresse, elle est là. Donc pour l'instant, voyez, je ne pouvais pas la remplir directement. L'objectif il est là. Donc je vais indiquer quand même les outils que j'utilise. Donc la loi des mailles. À tout instant, et notamment en 0+, on a U plus W qui vaut grand E. Je me rends compte qu'en fait j'en ai pas spécialement besoin, parce qu'en fait je connais U en 0+, je connais V en 0+, et en fait donc cette loi des mailles là en fait n'est pas très intéressante pour moi. C'est l'autre qui m'intéresse, c'est V plus S moins U égale à 0. C'est celle-là qui m'intéresse. En effet, donc S ça vaut U moins V en 0+, donc c'est U moins V, donc c'est moins E sur 2. Donc finalement, voilà, W égale E, c'est pas très utile. Ça y est, j'ai ma condition initiale. Hein, S en 0+, ça vaut... je l'écris ici. Ça vaut moins E sur 2. Et donc je peux enfin déterminer la constante grand A qui intervient dans l'expression de la solution générale qui est juste au-dessus. Hein. Donc c'est cette constante qui est là. Donc là, ici, la condition initiale a demandé un petit peu de travail. Ça, S en 0+, donc on a montré que ça vaut moins E sur 2, mais ça vaut aussi E sur 2 plus A exponentielle moins T sur tau. Et en 0, donc on va ensuite le remplacer. Donc j'utilise tous les résultats que j'ai obtenus précédemment, et j'en déduis forcément que grand A ça vaut moins E sur 2, moins E sur 2, donc je vous laisse faire le calcul jusqu'au bout, mais vous allez tomber sur A égale moins E. Donc finalement j'ai ma réponse pour T strictement positif. On a E sur 2 moins grand E exponentielle moins T sur tau. Et tau, je rappelle, ça vaut RC. On encadre le résultat. Je vais retracer la courbe, puisque cette fois-ci, je sais que j'ai une exponentielle décroissante. Ou plutôt, oui, je vais retracer la courbe. Donc je réserve une page pour le faire. Je me redonne des axes.
on gradue, enfin on nomme les axes. Alors E, je vais le tracer comme tout à l'heure en rouge, et S, je l'avais tracé en vert. Je gradue l'axe des ordonnées. Ici, je vais mettre grand E, ici E sur 2 et moins E sur 2. La tension d'entrée, elle est comme ceci, donc c'est 0. Puis je passe brutalement à un grand E. Ça c'est la tension d'entrée. Et la tension de sortie, donc voilà, bon là c'est facile, c'est 0 pour S, en T négatif. Et ensuite je démarre à moins E sur 2, donc là c'est le point de démarrage pour E, et je sais que j'arrive à l'asymptote, elle est ici. Voilà, donc ça c'est l'asymptote infinie. J'ai placé le temps caractéristique sur l'asymptote infinie. Donc taux, je vais placer comme ceci. Allez, ils sont ici. Donc c'est une manière là de graduer l'axe des abscisses. Je fais la tangente à l'origine. Voilà, je prolonge un peu. Tangente à l'origine. Donc je vais arriver au même tracé que tout à l'heure. Hein. Et ben je peux faire le tracé, hein, finir le tracé. Donc je pars d'ici. Je sais que quand j'arrive à taux, je pars d'ici, pardon, et quand j'arrive à t au bout de taux plus loin, j'aurai parcouru 2 tiers du chemin entre cette tension et la tension finale. Donc je vais me retrouver à peu près ici. Voilà, je mets quelques points. Et je me rends compte que ma tangente à l'origine, je ne l'ai pas faite correctement. Voilà, donc j'avais mal démarré. L'instant initial, je suis à moins E sur 2, donc il faut que la tangente à l'origine part forcément d'ici, et je croise l'asymptote infinie ici en t égale taux. Donc je vais tracer la courbe, donc je dois passer à peu près par ce point-là. Donc je démarre comme la tangente, je passe à proximité de ce point-là, et je rejoins l'asymptote infinie. Voilà, donc j'ai fini le tracé. Bon, c'est le même que tout à l'heure en fait, hein. Sauf que cette fois-ci, j'ai fait apparaître le temps caractéristique qui est ici. Voilà. Donc normalement, j'ai répondu à toutes les questions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.